Pour qui vous prenez-vous? Hors de ma boutique, vieille femme. Retournez au dépotoir d'où vous vous êtes échappé, la souillonne. Après avoir craché ces mots, le gérant décocha une gifle à la vieille dame noire, une claque si sonore qu'elle résonna dans toute la boutique, sans savoir qui était sur le point d'entrer, surprenant tout le monde. La boutique s'appelait Lumina. C'était un écrin de sophistication niché au cœur d'un village de Provence, où les murs en pierre ocre semblaient avoir absorbé des siècles de soleil. Ce n'était pas le luxe ostentatoire de la Côte d'Azur, mais un raffinement discret, pensé dans les moindres détails pour en donner l'illusion. Les vitrines, d'une propreté immaculée, scintillaient sous un éclairage blanc parfaitement calibré qui faisait ressortir l'éclat des bijoux et la finesse des soieries. Une musique classique, douce et feutrée, flottait dans l'air climatisé, et les étiquettes de prix, calligraphiées avec soin, obligeaient la plupart des visiteurs à y regarder à deux fois avant d'envisager un achat. Stéphane Dubois, un homme blanc à la quarantaine assurée, au port élégant et au visage lisse que le mépris rendait anguleux, était le gérant des lieux. Il se tenait debout derrière le comptoir en chêne massif, consultant nerveusement sa tablette, lorsque le tintement cristallin de la clochette suspendue à la porte annonça une nouvelle venue. Il leva aussitôt les yeux, et ses lèvres fines se plissèrent en une moue de dédain. La femme qui venait d'entrer se nommait Monique Leroy. Elle avait largement dépassé les 70 ans, et sa peau sombre, magnifiquement ridée, portait la carte de sa vie, un parchemin où s'inscrivaient les joies et les peines. Elle avançait lentement, avec une dignité naturelle, s'aidant d'une simple canne en bois. Ses yeux, vifs et curieux, parcouraient les étagères avec une attention et une patience qui semblaient irriter le gérant. Soudain, Stéphane laissa échapper un rire sec, un son déplaisant qui déchira l'harmonie ambiante. « Eh, madame, ce n'est pas un marché aux puces ici, » murmura-t-il, assez fort cependant pour que chaque client dans la boutique puisse l'entendre. « On ne donne rien ici. » Monique, feignant de n'avoir rien entendu, continua son chemin et s'approcha du comptoir, son regard toujours posé sur une délicate boîte à musique en exposition. Avant même qu'elle ait pu formuler une phrase, il l'interrompit, sa voix tranchante. « Vous savez lire les prix, ou il faut que je vous les explique avec des petits dessins? » « Je cherche seulement un cadeau, » répondit-elle, sa voix posée et ferme, contrastant avec l'agressivité de son interlocuteur. « C'est pour ma petite fille. » Stéphane la toisa de la tête aux pieds, un rictus de mépris déformant son visage. « Un cadeau » répéta-t-il avec une ironie mordante. « Écoutez, ma petite dame, ces choses ne sont pas pour les gens comme vous. Je ne sais pas ce que vous faites à perdre votre temps ici, et à nous faire perdre le nôtre par la même occasion. » Un malaise palpable s'installa dans la boutique. Certains clients sauraient dire. Un couple, qui admirait un collier dans une vitrine, s'écarta discrètement. Personne ne dit un mot. « Si vous n'achetez rien, sortez », ajouta Stéphane, sans même plus prendre la peine de baisser le ton, sa voix résonnant désormais contre les murs de pierre. Cet endroit n'est ni un refuge, ni une œuvre de charité. C'est déjà assez difficile de maintenir un certain standing. Monique soutint son regard. Elle ne discuta pas, n'éleva pas la voix, mais quelque chose dans son silence commença à peser plus lourdement que toutes les insultes. L'air dans la boutique devint dense, irrespirable, comme si chaque personne présente sentait instinctivement que la situation allait dégénérer. Stéphane appuya ses deux mains sur le comptoir et se pencha en avant, envahissant l'espace personnel de Monique avec une arrogance effrontée. Sa voix, maintenant, avait perdu toute trace de courtoisie forcée. « Mais regardez-vous, » dit-il avec une cruauté jubilatoire. « Vous croyez vraiment que quelqu'un comme vous peut se permettre d'acheter quoi que ce soit ici ?» Monique inspira profondément. Ses doigts se crispèrent sur le pommeau de sa canne, ses jointures blanchissant sous la pression, mais elle ne recula pas d'un centimètre. « J'ai le droit d'être ici, » répondit-elle, sa voix toujours égale. « Comme n'importe qui. » Stéphane éclata d'un rire bref et rauque. « Le droit, vous dites ?» lança-t-il en secouant la tête. « Écoutez, ma vieille, ce lieu a une image à préserver. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer et donner une mauvaise impression. Assez de gens se sentent déjà mal à l'aise quand ils voient certaines têtes. » Du fond de la boutique, un homme à l'allure soignée, Léo Martin, intervint avec un sourire entendu. « Allons, Stéphane, ne soyez pas si tendre. Ça se voit à des kilomètres que cette femme ne peut même pas se payer le sac d'emballage. C'est toujours la même chose avec ces gens-là. Ils croient que tout leur est dû. » Une femme plus jeune, Chloé Girard, appuyée nonchalamment contre une vitrine, hocha la tête avec dédain.
Et après, ils se plaignent qu'on les regarde de travers, ajouta-t-elle. S'ils savaient rester à leur place, ces choses n'arriveraient pas. Les mots tombèrent comme des coups. Personne ne les corrigea, personne ne les arrêta. Le silence des autres clients devint une complicité passive, presque aussi cruelle que les insultes elles-mêmes. Monique leva les yeux et balaya la boutique d'un regard d'un calme déconcertant. Ses yeux se posèrent une seconde sur chaque visage, comme si elle les gravait dans sa mémoire. « Je n'ai manqué de respect à personne, dit-elle, sa voix empreinte d'une dignité inébranlable. Je veux seulement acheter un cadeau. » Stéphane perdit patience. « Ne mentez pas, cracha-t-il. Vous êtes seulement venu pour provoquer, pour jouer la victime. Toujours pareil. Ensuite, vous allez raconter partout qu'on est raciste, alors qu'en réalité, nous ne faisons que défendre notre commerce contre des gens qui n'ont rien à faire ici. » Il fit un pas pour contourner le comptoir. Il était maintenant dangereusement proche d'elle. Quelques clients esquissèrent un sourire d'anticipation, d'autres baissèrent les yeux vers le sol impeccable, mais personne ne partit. Le spectacle était trop captivant. À cet instant, Monique se redressa. D'un geste lent, presque solennel, elle appuya sa canne contre le comptoir et ouvrit son sac à main. Elle ne le fit ni avec brusquerie ni avec défi, mais avec le calme de quelqu'un qui a été jugé trop de fois pour en être encore surprise. Elle en sortit un portefeuille en cuir sombre, bien entretenu, l'ouvrit et posa sur le bois poli plusieurs billets de banque, soigneusement pliés, à côté d'une carte bancaire noire et brillante où son nom était gravé en lettres d'argent. « Vérifiez, jeune homme. »« Moi, je peux payer, dit-elle fermement. Et je n'ai besoin de demander la permission à personne pour le faire. » À cet instant, plusieurs clients écarquillèrent les yeux de surprise. Le couple au fond de la boutique échangea un regard mal à l'aise. La scène ne correspondait plus au scénario qu'il s'était imaginé. Stéphane fronça les sourcils. Son embarras se transforma rapidement en une rage sourde. « Et d'où vous sortez ça ?» cracha-t-il. « Ne me faites pas rire. Vous l'avez sûrement volé. Vous arrivez toujours avec de l'argent qui n'est pas à vous. » « C'est une accusation grave, » répondit Monique, sans jamais élever la voix, son calme agissant comme un puissant irritant sur le gérant. Chloé Girard, près de sa vitrine, intervint à nouveau, son mépris désormais ouvertement affiché. « Bien sûr, maintenant voilà qu'elle est millionnaire. Si j'étais vous, je vérifierais bien ce portefeuille, Stéphane. Allez savoir à qui elle l'a pris. » Léo Martin, au fond, opina du chef. Ce ne serait pas la première fois que ces gens-là prennent quelque chose qui ne leur appartient pas. Ensuite, des choses disparaissent et personne ne sait jamais rien. Stéphane fit un pas de plus vers Monique. Son visage était rouge, congestionné par la colère. « Ne venez pas me raconter d'histoire, dit-il, le souffle court. Je sais parfaitement comment vous fonctionnez. Vous entrez, vous distrayez les gens, vous volez, et après vous jouez les saintes nitouches. Je ne vais pas permettre qu'une vieille femme me trompe dans ma propre boutique. » Assez, vous dépassez les limites, l'avertit-elle, mais Stéphane n'écoutait déjà plus, emporté par sa propre fureur. Dans un geste impulsif et violent, il balaya le portefeuille qui tomba au sol dans un bruit mat. « Ramassez vos saletés et fichez le camp avant que j'appelle la sécurité. » Monique le regarda fixement. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement un mélange de lassitude infinie et de détermination profonde. « Vous n'avez pas le droit, » commença-t-elle. Soudain, le son fut sec, brutal, impossible à ignorer. Stéphane venait de la gifler, avec une force telle que le claquement résonna dans le silence de la boutique provençale. Monique recula d'un pas, chancelant sous le choc, portant instinctivement la main à son visage. Quelques clients étouffèrent un cri, d'autres restèrent figés, comme s'ils venaient d'assister à un acte irréparable. Ils savaient que le point de non-retour venait d'être franchi. Et ce qui allait se produire ensuite changerait la journée de tous ceux qui étaient présents. Monique resta immobile. Elle ne tomba pas, ne cria pas. Le coup ne l'avait pas abattue physiquement, mais quelque chose à l'intérieur d'elle s'était brisé. Une unique larme, involontaire, s'échappa de son œil gauche et traça un sillon lent sur sa joue meurtrie. Son regard se perdit dans le vague. Elle ne voyait plus la boutique, ni les gens. Elle était en état de choc, flottant dans un brouillard de douleur et d'humiliation. Stéphane, loin de s'arrêter, sembla encore plus sûr de lui. Il bomba le torse,
convaincu d'avoir remis les choses à leur place. Ne jouez pas la victime maintenant, espèce d'inutile, dit-il avec un mépris glacial. Voilà ce qui arrive quand les gens comme vous oublient quelle est leur place. Il se pencha vers elle, baissant la voix mais juste assez pour que tous entendent sa prochaine vilainie. Les domestiques comme vous devraient être reconnaissantes qu'on leur permette d'entrer dans des endroits comme celui-ci. Nettoyer des maisons et garder les enfants des autres, voilà la seule chose pour laquelle vous êtes faites, pas pour venir faire semblant d'appartenir à ces lieux raffinés. Chloé Girard laissa échapper un rire nerveux. Au moins, maintenant, elle a compris, commenta-t-elle à mi-voix. Il était temps que quelqu'un le lui dise. Monique serra les lèvres. Sa main tremblait toujours sur sa joue rougie. Elle ne répondait pas, ne discutait pas, respirant seulement avec difficulté, comme si l'air lui-même était devenu lourd et oppressant. Stéphane continua, chaque mot étant plus cruel que le précédent. Regardez-vous, insista-t-il. Vous n'êtes qu'une vieille femme noire qui n'a rien à faire ici. Vous pensiez vraiment que vous pouviez venir ici et être traitée comme une cliente normale? Il fit un pas en arrière, satisfait, comme un prédateur admirant sa victoire. Fichez le camp avant que ça ne se passe encore plus mal pour vous. Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne s'approcha. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus indifférent, il était devenu gêné, pesant. Certains commençaient à réaliser que la scène avait franchi une ligne dangereuse. Stéphane ne le savait pas encore, mais à cet instant, il n'avait plus le contrôle de rien. Et ce qu'il venait de déchaîner était sur le point de se retourner contre lui. Monique tenta de parler, ses lèvres remuèrent mais aucun son n'en sortit. Elle déglutit, cherchant des forces qui ne semblaient plus lui répondre. Stéphane profita de ce silence pour porter les stockades. Elle ne sait même pas se défendre. Toute une vie à obéir aux ordres, à nettoyer ce que les autres salissent. C'est ce que vous avez toujours été, et c'est tout ce que vous serez jamais. Lentement, Monique abaissa la main de son visage. Ses doigts tremblaient encore, mais son regard commença à se refaire, à se focaliser. Elle n'était plus perdue. Quelque chose en elle se recomposait, pièce par pièce, en silence. Stéphane ne le remarqua pas. Il continuait son monologue, ivre de sa propre supériorité. Ramassez vos affaires et disparaissez, ordonna-t-il, avant que je ne vous rappelle à nouveau qui commande ici. À ce moment précis, depuis l'extérieur, le son clair de la clochette de la porte se fit entendre à nouveau. Plusieurs regards se tournèrent simultanément vers l'entrée. Personne n'imaginait que cette nouvelle arrivée marquerait le véritable début de ce qui allait suivre. La porte se referma derrière le nouveau venu avec un son doux, presque déplacé face à la tension électrique qui saturait l'air. C'était un homme grand, vêtu d'un costume sombre impeccable, le visage sérieux et la démarche assurée. Il s'arrêta juste après avoir franchi le seuil, ses yeux balayant la scène avec une acuité perçante, la canne au sol, le portefeuille ouvert près du comptoir, et surtout, le visage de Monique, encore marqué par la rougeur du cou. Stéphane fut le premier à réagir, avec son arrogance habituelle. « La boutique est occupée », lança-t-il brusquement. « Si vous n'achetez rien, attendez dehors. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se fixèrent sur Monique. Elle leva lentement la tête et, lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose changea en elle. Ce n'était ni du soulagement, ni de la peur, mais une forme de reconnaissance profonde. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais contenue. Avant que Monique ait pu répondre, Stéphane s'interposa. « Ne vous mêlez pas de ça, cracha-t-il. C'est une affaire interne. » Cette vieille dame causait des problèmes. « Des problèmes ?» répéta l'homme, sans jamais quitter Monique des yeux. « Oui, » intervint Chloé Girard. « Elle est entrée pour provoquer, pour jouer la victime. Vous savez comment ils sont. » L'homme inspira profondément et fit un pas de plus vers le centre de la boutique. « La seule chose que je vois, dit-il, sa voix calme mais portant dans tout le magasin, c'est une femme âgée, humiliée devant tout le monde. » Stéphane laissa échapper un rire nerveux. « Ne dramatisez pas. J'ai seulement remis une domestique à sa place. » Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Plus lourd, plus définitif. Monique ferma lentement son portefeuille et, avec un effort visible, se pencha pour ramasser sa canne. L'homme fit un pas vers elle, lui offrant son aide. Leurs mains s'effleurèrent un instant.
Ce fut suffisant. Stéphane ne comprenait toujours pas pourquoi plusieurs clients avaient cessé d'approuver, pourquoi l'atmosphère était devenue si dense. Il croyait encore avoir le contrôle. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, quelqu'un avait déjà pris note mentalement de chaque mot, de chaque geste, de chaque visage présent, et que rien de tout cela ne resterait impuni. L'homme aida Monique à se redresser avec une infinie précaution. Elle s'appuya sur son bras, encore tremblante, et respira profondément avant de parler. « Je vais bien, dit-elle à voix basse. J'ai juste besoin d'un moment. » Stéphane souffla avec impatience. « On n'a pas toute la journée, insista-t-il. Si le spectacle est terminé, vous pouvez partir tous les deux. » L'homme tourna lentement la tête vers lui. Son expression n'était pas celle d'une colère incontrôlée, mais d'un calme inquiétant. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ? » demanda-t-il. « Ça ne vous regarde pas, » répondit Stéphane. « Je suis le gérant ici. »« Ça, je l'avais remarqué, » répliqua l'homme. « J'ai aussi remarqué autre chose. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste un portefeuille contenant une carte professionnelle et la tint à hauteur de sa poitrine, sans ostentation, mais suffisamment pour que plusieurs personnes puissent la voir. Quelques clients écarquillèrent les yeux. Le sourire de Chloé Girard s'effaça. Stéphane ne réagit pas tout de suite. Il fronça les sourcils, essayant de garder contenance. « Et ça prouve quoi ? » ? « Ici, c'est moi qui commande. » L'homme fit un pas en avant. « Ça prouve que vous venez de commettre une agression devant témoin, » répondit-il, « et que vous l'avez fait pour des motifs de préjugés évidents. » Monique ferma les yeux un instant. Une autre larme menaça de couler, mais cette fois, elle ne tomba pas. Sa main serra plus fort sa canne. « Je voulais seulement acheter un cadeau, » murmura-t-elle. « C'est tout. » Le silence qui suivit fut absolu. Il n'y avait plus de commentaires complices, ni de rires nerveux. Certains clients commencèrent à s'écarter, comme si le sol sous leurs pieds était devenu instable. Stéphane déglutit. « Vous exagérez, tenta-t-il. Cette femme m'a provoqué. »« Je n'ai fait que, assez, » l'interrompit l'homme. « Vous avez déjà trop parlé. » Plusieurs regards se tournèrent maintenant vers Monique. Plus comme avant. Il n'y avait plus de mépris, mais un profond malaise. Et tandis que Stéphane commençait à réaliser que la situation lui avait totalement échappé, Monique leva la tête avec une sérénité nouvelle. L'homme prit une profonde inspiration avant de parler. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Mon nom est Nicolas Leroy, » dit-il clairement. « Et cette femme, que vous venez de frapper et d'humilier, est ma mère. » Les mots tombèrent un par un, lourds, définitifs. Stéphane se figea, la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortit. Certains clients réagirent immédiatement. Chloé Girard fit un pas en arrière, comme si elle voulait se fondre dans le décor. Léo Martin baissa les yeux, fixant ses chaussures coûteuses. Personne ne soutint plus le regard de l'avocat. Nicolas continua. « De plus, » ajouta-t-il, « je suis avocat, spécialisé dans la défense des droits civiques. Et tout ce qui s'est passé ici vient d'être enregistré. » Il sortit son téléphone de sa poche. L'écran affichait un enregistrement vidéo en cours. Plusieurs personnes pâlirent en comprenant qu'elles n'avaient pas seulement été des témoins, mais des participants silencieux à un délit. Monique posa une main sur le bras de son fils. Elle ne tremblait plus. « Nicolas » murmura-t-elle. Il la regarda avec un mélange de respect et de douleur. « Maman, je suis désolé, » dit-il. « Je suis arrivé trop tard. » Stéphane recula d'un pas. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. « C'était un malentendu. On peut arranger ça. » Nicolas le fixa. Il ne répondit pas. « Ça ne s'arrange pas. Ça s'affronte. » Il se tourna vers les autres clients. « Vous tous, vous avez vu ce qui s'est passé. Certains ont parlé, d'autres se sont tus. Mais vous avez tous fait partie de ça. » Personne ne répondit. Nicolas aida sa mère à ramasser ses affaires. Avant de sortir, Monique s'arrêta. Elle regarda Stéphane une dernière fois. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement une dignité intacte et une profonde pitié. Puis la porte se referma derrière eux. À l'intérieur de la boutique, le silence était total. Il ne restait plus d'arrogance,
Seulement le poids de ce qui venait de se produire et la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Dehors, Nicolas marchait aux côtés de sa mère, la soutenant par le bras. « Le cadeau » demanda-t-il doucement. Monique esquissa un sourire fatigué. « Nous l'achèterons ailleurs, » répondit-elle. Là où ils savent voir des personnes. Quelques jours plus tard, la boutique Lumina se réveilla avec ses volets métalliques baissés. Une affichette discrète annonçait une suspension temporaire pour révision interne. Elle ne rouvrit jamais de la même manière. La plainte avança rapidement. Il y avait des témoins, des enregistrements, et des antécédents qui refirent surface. Stéphane Dubois fut licencié sur le champ et, quelques semaines plus tard, dut faire face à des accusations d'agression et de discrimination. Son nom resta lié à une affaire qui fit le tour du village, puis de la région, et finalement bien au-delà. Certains des clients qui avaient ri ou s'étaient tus ce jour-là furent cités à comparaître. D'autres préférèrent ne plus jamais passer par ce coin de rue. Monique ne retourna jamais dans cette boutique. Elle n'en avait pas besoin. Ce qui s'était passé ne la définissait pas, mais cela avait clarifié quelque chose pour tout le monde. Il y a des actes qui, une fois commis, ne peuvent plus être cachés.